Caro-Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Indivision, transmission du patrimoine familial et gestion locative sont autant d'enjeux auxquels se heurtent parfois les propriétaires de l'archipel. Pour accompagner ses administrés sur ces sujets, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant organise des permanences foncières. Une première réunion d'information sur la transmission et la valorisation du patrimoine foncier a eu lieu ce lundi 13 janvier au Gosier. Les propriétaires de la ville ont pu bénéficier d'un premier aperçu et de premières réponses en amont des permanences organisées dans les différentes communes de la Carle. Olivier Félix. Aujourd'hui, l'objectif était à travers cette réunion d'informer les administrés du Gosier, mais plus largement de la Carle, sur la mise en place d'actions visant à les accompagner dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine foncier. Donc, nous étions accompagnés d'un partenaire, Lithium Consulting, qui va assurer des permanences sur tout le territoire pendant ce mois de janvier, puis février et mars 2025. C'est une très belle initiative qui va permettre aux administrés de passer à l'action, se rapprocher des professionnels du patrimoine qui sont là pour les écouter et pour permettre ces transmissions dans de très bonnes conditions. Et voilà. Une bonne influence ce matin, et c'est un sujet qui touche la population puisque les permanences, les inscriptions étaient déjà ouvertes depuis le mois de septembre, mais sont déjà complètes sur le Gosier et sur Sainte-Anne ce mois-ci. Donc on essaye vraiment de les inviter à se déplacer sur l'ensemble du territoire pour accéder à l'information. Mais on constate effectivement qu'il y a une demande, il y a un besoin d'informer, de se renseigner, de savoir par où commencer lorsqu'on a des problématiques en lien avec son foncier. Les questions qui sont revenues, les questions récurrentes, c'est les questions concernant les personnes qui occupent des biens et qui ne sont pas titrées. Pas de titrage, une succession qui n'a jamais été ouverte, et maintenant les descendants ou les personnes qui occupent les biens, ils se rendent compte que il y a le délai qui est tombé, c'est-à-dire que là il faut faire quelque chose, puisque là on a des biens sans maître ou des héritiers qui étaient censés ouvrir la succession, ils n'ont pas réclamé les successions, les biens. Donc maintenant la population, les administrés se rendent compte que le délai il est tombé et que maintenant il faut passer à l'action, se rapprocher des professionnels pour pouvoir avoir un titre de propriété en bonne et due forme. L'anticipation permet d'éviter tous ces blocages que l'on rencontre dans les indivisions qui sont très présentes sur notre territoire. Donc plus on anticipe sur la transmission, et mieux on évite les problèmes, les conflits entre familles. Il y aura un bilan de fait à la fin de cette programmation qui est prévue jusqu'à mars 2025. Et en fonction de l'évaluation qu'on fera de cette action-là, il y aura sans doute une réflexion menée sur le fait de la reconduire, peut-être sous d'autres formes. Nous verrons avec l'ensemble des collègues, avec le partenaire en lui-même, de s'assurer que ça répondait bien à la demande de la population et de voir comment on peut éventuellement renforcer ces dispositifs. Il n'y a pas à en douter, le carnaval a une place prépondérante dans la société aux Antilles. Mais outre sa dimension culturelle, quel impact économique représente-t-il dans notre région? C'est la question auxquelles ont répondu des intervenants présents ce vendredi 10 janvier au Musart de Pointe-à-Pitre lors d'une table ronde sur l'économie et le carnaval caribéen. Cet événement s'inscrit dans le cadre des rendez-vous du Caribbean Festimas, le premier festival qui célèbre les carnavals de la Caraïbe et des Amériques. Un reportage d'Olivier Moradel.
tout le monde voit le carnaval comme un amusement en fait, sauf que nous on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un réel impact économique du coup, et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire la conférence et du coup inviter en tout cas des acteurs du carnaval pour pouvoir en parler et mettre en avant aussi cet aspect du carnaval. L'effet multiplicateur du carnaval est de 1 à 7. Ça veut dire que quand on dépense 1 euro dans le carnaval, ça rapporte 7 euros. On appelle ça en économie l'effet multiplicateur. C'est pas moi, hein, c'est une étude de Calistat qui l'avait mentionné et je pense que finalement ça confirme un peu l'autre étude que j'avais menée, notamment dans l'esprit critique où j'avais utilisé une méthode de comptabilité nationale, ce qu'on appelle la macroéconomie, et où j'avais montré que l'impact économique, il est réel. Il y a aussi pas simplement l'impact économique, il y a un impact social, mais en plus un impact culturel inestimable. C'est une économie locale qui est certaine. Donc c'est vrai que les acteurs locaux et toutes les entreprises qui seront donc sur le territoire vont gagner par justement ce marché local. Mais je pense quand même que l'économie du carnaval en Guadeloupe devrait être pensée à plusieurs niveaux. Donc un marché local, mais aussi un marché international, caribéen. Pourquoi pas, pour qu'on puisse avoir vraiment une économie un peu plus riche et qui nous apporte plus largement. Nous pouvons faire des choses et faire que tout un chacun puisse, certains peuvent même vivre de ce carnaval, mais il suffirait que l'on mette en place les choses qu'il faut pour faire avancer ce carnaval, pour, je dirais, redynamiser encore plus le carnaval qui est déjà assez... Mais maintenant, il faut le structurer, le mettre, parce que ce sont les autres qui justement gagnent sur ce carnaval, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui vendent des billets d'avion, ceux qui vendent, etc. Mais il faut aussi que celui qui pratique le carnaval, qui fait le carnaval, puisse aussi avoir quelque chose et soulager, je dirais, ses dépenses, parce que comme je le dis encore, c'est le seul spectacle où ce sont les acteurs qui payent pour participer à ce spectacle. Donc il faut aussi qu'on pense aux acteurs de ce carnaval, qui sont les carnavaliers. Autour, on parle d'économie, de gens qui disent que c'est bien, les voitures ambulantes, tous les magasins, etc. Et ceux qui le font. Il faut aussi penser à eux. Après le Gosier ou encore Sainte-Anne, la Désirade s'équipe d'un nouveau totem au nom de la ville. Depuis quelques jours, un panneau coloré « J'aime la Désirade » trône sur la pointe des Colibris. Cette structure peut représenter un atout majeur dans la promotion de l'île, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde. Nombreux sont les touristes qui immortalisent leur passage devant ces panneaux, un souvenir pour eux et un avantage touristique et économique pour le maire de la ville, Loïc Tonton. Des images signées Manoura Sabin et Steve L'Histoire. Important pour nous de faire voyager les territoires de la Carle et d'ailleurs Désirade, c'est la 4e commune à accueillir cette bannière touristique. C'est peut-être la plus moderne aussi puisqu'elle sera illuminée par la voie solaire. Donc c'est la seule, mais c'est pas ça le plus important pour nous, c'est de faire voyager les territoires de la Carle à travers une photo, à travers nos visiteurs, et donc c'est pour moi ça le but. Nous savons que la Carle c'est un territoire de tourisme, hein. D'ailleurs c'est l'un des secteurs économiques les plus en vogue sur le territoire, même si nous regroupons tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de souci. Mais nous voyons quand même que de plus en plus sur la Carle, que nous avons plus d'administrés, de personnes qui souhaitent investir dans le tourisme, et justement c'est apporter cette bannière par exemple, c'est déjà quelque chose, c'est un pas de promotion que nos visiteurs aussi, mais surtout nos acteurs économiques liés au tourisme attendent depuis très longtemps. Donc permettre de faire voyager les couleurs de la Désirade à travers cette bannière, c'est valoriser nos acteurs économiques, mais c'est surtout mettre autour de nos acteurs économiques, autour de notre tissu économique touristique, je dirais un cadre propice à l'investissement de nos acteurs économiques. Et c'est ce que moi je veux, je le dis souvent. Le développement économique, c'est bien évidemment la mairie, c'est la Carle, c'est la région, c'est des collectivités, mais le vrai développement économique, ce sont nos administrés. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai été avec les services. Nous avons eu presque une centaine de touristes qui sont passés par là, de visiteurs qui sont passés par là pour faire une photo avec la bannière. Donc je pense que c'est le but. Le but, c'est pas forcément de construire à outrance. Parce que le développement, c'est pas forcément de la construction. Nous devons peut-être nous sortir ça un peu de la tête. Le développement aussi, c'est de faire des choses qui permettent de garder cette authenticité, de garder cet entourage à travers le développement. Et je pense qu'on peut faire de belles choses avec tous les territoires de la Carle. Admirer la Guadeloupe depuis le ciel est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Ce samedi 11 janvier, une trentaine d'enfants en situation de handicap s'est envolée pour leur premier baptême de l'air depuis l'aérodrome de Saint-François.
Les yeux rivés vers le ciel, ils ont pu survoler l'archipel pendant 20 minutes grâce à l'opération Un cœur dans les nuages, organisée par le Rotary Club Grande Terre Pointe des Châteaux et les aéroclubs des ailes guadeloupéennes et de Saint-François. Pilotes et bénévoles ont tout autant apprécié ce moment suspendu dans le temps. Un reportage de Vianney Valverde. L'initiative vient d'une membre du club, l'ancienne présidente du club de l'année dernière, qui venait donc, qui a eu cette intuition suite à un événement qui s'appelait Rêve de gosse. L'enjeu, c'est de faire voler les enfants qui sont en situation difficile, mais qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos sœurs, etc., qui sont en situation de handicap, et les faire rêver à travers ce type de vol. Donc, on a engagé un certain nombre d'avions. 4 avions dans un premier temps, il y a un 5e qui va arriver. Tous les pilotes sont des pilotes professionnels, ok? Moi-même, je suis le chef pilote de l'opération et responsable de la sécurité. Opération coordonnée avec la gendarmerie, avec l'aviation civile. Toute la sécurité y est pour qu'on puisse faire profiter nos enfants au maximum et peut-être même de susciter des vocations. Voir les étoiles dans les yeux des enfants, quand on a fait ça l'année dernière, c'était tellement bien. Les enfants, quand ils montent dans l'avion, ils sont très heureux. Et puis après le vol, on les voit sortir avec... un grand cœur. C'est un peu pour ça qu'on a appelé ça un cœur d'un nuage, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Quand j'y passe encore, j'ai presque les larmes aux yeux. On dit se dépasser dépassement de soi, et je trouve que bon, on a pris confiance en elle. Et aujourd'hui, elle est vraiment rassurée par rapport à l'avion et ça va très bien. Les réactions attendues dans un premier temps, c'est de faire comprendre à notre population de la Guadeloupe en tout cas, que on est vraiment un peuple homogène. On a besoin de tout le monde. Dans toutes les familles, il y a plus ou moins un enfant en situation de handicap. Et l'handicap ne doit pas être une fin. Ça doit être parfois même un atout. Et grâce à, je ne dirais pas grâce à l'handicap, mais en tout cas, on va se servir des enfants qui sont en situation de handicap pour les faire évoluer et pour montrer que justement, il faut une certaine symbiose, une osmose pour qu'un peuple soit plus fort. On parle de résilience tout le temps. Mais lorsqu'on voit le courage des enfants qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas la chance qu'on a eue, parce que nous on a eu beaucoup de chance, on peut dire merci, ces enfants-là n'ont pas eu beaucoup de chance, eh bien pouvoir un jour arrêter tout ça de façon bénévole, que ce soit pour vous la presse, que ce soit pour nous, pour les pilotes, pour tout le monde, et de tout mettre de côté pour leur offrir une journée, pour les faire voler, prendre conscience, l'estime de soi, tout, etc. Donc c'est ce qu'on veut, on veut faire briller les étoiles dans les yeux de ces enfants pour qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils ont toute leur part au rêve en Guadeloupe. En Guadeloupe, le sujet des ressources en eau soulève de nombreuses questions. Aujourd'hui, pour parler plus précisément des eaux souterraines, nous recevons donc Madame Isabelle Nassau, directrice adjointe par intérim de l'Office de l'eau de Guadeloupe. Bonsoir Madame Nassau. Bonsoir. Et nous recevons également Monsieur Philippe Aurore, directeur par intérim de l'Office de l'eau. Bonsoir Monsieur Aurore. Bonsoir. Alors il est question ici d'un séminaire autour des eaux souterraines qui se déroulera ce mardi 14 et le 18 janvier à l'hôtel Arawak au Gosier. Dans un premier temps, j'aurais aimé savoir quel est le rôle de l'Office de l'eau. Alors, l'Office de l'eau est un établissement public qui a vocation à préserver les milieux aquatiques. Donc, notre rôle, c'est d'œuvrer pour la connaissance, le suivi et la préservation des milieux aquatiques. Donc, à partir des données que nous recueillons, nous mettons en place des suivis qui nous permettent d'évaluer l'état des milieux aquatiques, de savoir dans quelle mesure les activités humaines vont impacter ou non les milieux aquatiques. Et à partir des résultats de ces suivis et des évaluations que nous pouvons mener, nous avons une idée des pressions, des menaces qui vont affecter nos milieux aquatiques et nous pouvons proposer, mettre en place, en accord avec nos partenaires institutionnels, des actions qui vont permettre soit de maintenir le bon état, soit de le restaurer. Très bien. Le séminaire qui se déroulera et qui sera, s'il me semble bien, le dernier d'une série, aura donc pour thème les eaux souterraines. Quels sont les objectifs de ce séminaire ? Alors, nous avons effectivement mis en place un triptyque de séminaires. Le premier traitait des eaux côtières, le deuxième des rivières et des plans d'eau. Et nous arrivons au dernier volet de ces 3 séminaires qui traitent des eaux souterraines. Donc l'idée, c'est pour nous de communiquer autour des eaux souterraines, d'amener la connaissance à tout un chacun sur les pressions, l'état de nos eaux souterraines, de mieux faire connaître ce milieu que nous ne voyons pas, et de rassembler autour de nous les acteurs qui vont eux aussi partager les connaissances qu'ils ont sur les milieux aquatiques de manière à sensibiliser l'ensemble des acteurs et la population sur les enjeux et les moyens de préservation de milieux aquatiques et à terme de mettre en place un plan d'action qui nous permette de restaurer le bon état de nos milieux et d'améliorer nos pratiques. Très bien. Alors le séminaire se déroulera sur 2 jours. Quel en sera le programme et à quel public se destine-t-il ?
Alors, la première journée est destinée plutôt aux élus et aux professionnels et la deuxième journée, le samedi 18, est plutôt consacrée aux associations et au tout public. Donc, nous aurons un certain nombre de thématiques qui vont être évoquées. Nous allons parler de l'état quantitatif de nos milieux aquatiques, de nos eaux souterraines, mais aussi de l'état quantitatif. Et nous allons aussi avoir des aspects réglementaires. On va parler de sujets assez variés comme l'intrusion saline sur les plateaux du Nord Grande Terre. On parlera de la vulnérabilité de la masse d'eau souterraine, des eaux souterraines de Marie-Galante. On aura aussi des volets sur les sources, sur la caractérisation des sources, sur la qualité sanitaire. Donc l'ARS viendra nous présenter les résultats de ces suivis. Et nous aurons aussi d'autres sujets de connaissances tels que la géothermie abouillante. Donc je pense que c'est un sujet qui peut intéresser un certain nombre de personnes. Ou encore, pour vous donner un dernier exemple, sur les sources hydrothermales de la Soufrière, entre autres présentations. Très bien. Donc c'est un programme qui sera assez riche. Où est-ce qu'on peut le retrouver pour les téléspectateurs qui nous regardent? L'ensemble des informations sont accessibles sur les médias de l'Office de l'eau. Donc sur le site de l'Office de l'eau au guadeloupe.com, vous aurez l'intégralité du programme des 2 journées. Vous aurez aussi des informations sur le Facebook de l'Office de l'eau et sur l'Observatoire de l'eau de Guadeloupe. Très bien. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, on entend souvent dire oui, la Guadeloupe effectivement regorge de rivières, de cours d'eau, etc. Et pour autant, on a toujours des problèmes d'alimentation en eau concernant la potabilité de l'eau ou autre. Est-ce que c'est une réponse à laquelle l'Office de l'eau pourra répondre justement aux téléspectateurs et même à ceux qui viendront lors de ce séminaire? Alors, l'objectif n'est pas tant de parler de la qualité de l'eau potable que de discuter de l'ensemble des problématiques qui touchent à l'eau souterraine. Néanmoins, nous aurons également, au cours de ces 2 journées, une intervention du SMGEAG qui va présenter les actions qu'il met en place pour pallier les problèmes rencontrés sur la qualité, sur l'alimentation en eau souterraine. Donc oui, il y a des problèmes sur l'alimentation en eau potable, mais nous, en tant qu'institution qui a vocation à préserver les milieux aquatiques, nous devons de voir un peu plus loin que ces simples difficultés d'alimentation en eau potable et de voir l'ensemble des problèmes qui se posent pour mettre en place ces solutions adéquates. Très bien, je vous remercie. Monsieur Aurore, est-ce que vous aviez un mot à ajouter justement en tant que directeur par intérim? Non, mais je crois que Mme Nassau a dit l'essentiel. Effectivement, notre ADN, l'ADN de l'Office, c'est de restaurer les milieux aquatiques. C'est ça notre objectif, notre raison d'être. Et donc de lutter contre les pollutions qui agressent ces milieux. Donc c'est vrai, nous avons commencé notre réflexion d'abord par les eaux côtières, véritable richesse de la Guadeloupe. Puis on a poursuivi sur les eaux superficielles, donc rivières et plans d'eau. Et on termine aujourd'hui sur les eaux souterraines. Donc c'est une richesse invisible, cette eau souterraine, qui représente, là on l'ignore, mais qui représente près de 20% de l'alimentation en matière d'eau potable. C'est un peu plus de 16 millions de mètres cubes des eaux souterraines. Parce que vous avez aussi ces eaux qui alimentent totalement Marie-Galante. Marie-Galante est alimentée par ces eaux souterraines de manière exclusive. Mais ces eaux alimentent également la Grande Terre, en partie, et également le sud de la Basse-Terre. Et ces eaux, véritables richesses invisibles, sont sujets à beaucoup d'agressions. Donc, Mme Nassau l'a signalé pour les eaux au niveau de la Grande Terre. Il y a l'intrusion saline, là aussi il faut qu'on en tienne compte. Au niveau des eaux de Sud-Basse-Terre, les nappes, vous avez effectivement une contamination, notamment par les pesticides. On parle beaucoup de la chlordécone, mais il n'y a pas que. Il y a aussi autre chose. Donc nous, notre objectif, c'est de présenter cette richesse, d'amplifier les connaissances avec nos différents partenaires. Et je profite de votre antenne pour inviter tous nos décideurs, y compris nos politiques. D'ailleurs, demain, on en aura quelques-uns qui sont avec nous, parce que c'est ensemble qu'on pourra élaborer un plan d'action, déjà connaître cette ressource, la protéger et tomber dans ce qu'on nous rappelle, promouvoir de ce que nous appelons au niveau de l'Office la sobriété. C'est-à-dire, ce sont des richesses qui peuvent paraître à un moment donné extrêmement importantes, mais qui en réalité deviennent de plus en plus rares. Pas seulement en Guadeloupe, de par le monde. Et il nous faut protéger cette ressource. C'est ce que je tiens à dire. Donc nous invitons effectivement tous les décideurs demain, les institutionnels. Et effectivement, samedi, c'est consacré beaucoup plus aux associations, aux usagers. Mais la présence de tous est nécessaire parce que c'est ensemble qu'on pourra protéger cette ressource, la développer et la maintenir ici en Guadeloupe. Et participer à ce travail collectif de l'humanité contre le réchauffement climatique, contre cette transition. C'est ce que je tenais à dire.
Très bien, ce sont effectivement de nombreuses questions qui intéresseront une grande partie de la population guadeloupéenne et on l'espère qui se déplacera nombreuse. Je vous remercie Monsieur Aurore, merci à vous Madame Nassau. On le rappelle, le séminaire des eaux souterraines se déroulera ces 14 et 18 janvier à l'hôtel Arawak au Gosier. Vous pourrez retrouver le programme complet de l'événement en ligne et sur les réseaux de l'Office de l'eau. Merci beaucoup. Ok, merci. Ouais, au revoir. Le canot Saint-Ouen continue de faire des adeptes et n'est pas prêt de s'arrêter. Ce dimanche 12 janvier a marqué le lancement de la nouvelle édition du challenge à piller. Au port de la Vinaigrerie à Petit-Bourg, pas moins de 36 canots ont pris le départ de la compétition de voile traditionnelle. Les supporters étaient nombreux à soutenir leur équipe favorite. À l'issue de plusieurs heures de course, l'équipage l'ordinaire Big Mat Audebert du Gotellier a été sacré vainqueur de cette première manche. Un reportage de Grégory Laps. Oui, on peut dire qu'on commence bien l'année 2025. On a essayé de rattraper Égir. Bon, Hugo, c'est vrai qu'il est parti très loin devant. Mais on a fait le maximum. C'est une bonne reprise pour nous. Ça fait plaisir. Et puis on espère que la prochaine sera pareil, voire mieux. C'est quand même un peu de déception parce qu'on a mené la course plus longtemps que lui. Et au final, on ne finit pas devant. Mais bon, ça montre encore qu'on a du travail à faire sur le canot, sur le réglage et sur l'équipe. Même si on a très bien navigué aujourd'hui, je suis super fier de l'équipage. On a fait très peu d'erreurs. Mais c'est pas encore ça. Ouais, une belle régate sur l'eau, c'est vraiment entamer une saison avec 36 canots, c'est déjà un bon indicateur. Et du coup, dans ces conditions un peu plus faibles, ben, c'est moins dur techniquement, donc tous les équipages sont vachement groupés, quoi. Et ben, on regarde la première boue au vent, ça passe très serré là-haut. Et puis on fait un choix de rester sur la gauche du plan d'eau et du coup on arrive à bien se mettre dans les premiers canots sur la première descente. Et après, ouais, Josias, il a super bien navigué. Donc je pense qu'à l'expérience, sur des petites transitions, des petits trucs, on arrive à les avoir. Mais ça y est, quoi, les Josias et tous les plus jeunes, ils sont là pour être devant, quoi. Donc non, Antoine aussi, le fort a bien navigué. Et ça fait plaisir parce qu'il y a une belle densité sur l'eau et à tous les étages, quoi, devant, au milieu, derrière, donc c'est cool. Nous attendons aussi de cela que ça puisse sensibiliser nos enfants vers cette mer qui nous a trop souvent fait peur. Et la base nautique, justement, nous permet de recevoir les enfants, les scolaires, l'école élémentaire, le collège, le lycée, et ils sont déjà extrêmement de bons usagers de cet équipement-là pour découvrir la mer, pour conquérir la mer, et c'est ce que nous voulons à Petit-Bourg. La Guadeloupe compte une nouvelle centenaire. Véronique Yvette Henry, habitante de Mornalo, fête ce lundi 13 janvier ses 100 ans. Pour cet événement exceptionnel, ses enfants, hors du département, ont fait le déplacement jusqu'à la Guadeloupe. Entourée de sa famille, elle a reçu son diplôme du centenaire décerné par le maire Jean Bardaille. Un reportage de Charlie Dagonia. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Née le 13 janvier à Fort-de-France, en Martinique, est née d'une fratrie de 7 enfants. Courageuse, elle a travaillé dur pour aider ses parents. En 1947, elle épousa M. Zahir Pierre et eut 9 enfants, 7 garçons et 2 filles. Elle exerçait alors le métier d'embouteilleuse à Royal Soda en Martinique. Elle divorça en 1962 et fut séparée de ses garçons. En effet, le juge décida de donner la garde des garçons au père et celle des filles à la mère. En grande dame, très coquette, de bonne compagnie, joyeuse, agréable bien que autoritaire, elle aime qu'on s'occupe d'elle. Câline, elle aime les bisous, les embrassades. Parmi toutes frères, c'est moi qui connais ma maman moins bien. Parce que depuis l'âge de 3 ans, je suis allé avec les grands-parents et je suis revenu avec papa moi en total. Maman était divorcée. Et donc, je n'ai pas déjà connaître ma maman. Si bien que, il est 100 ans actuellement, je suis 73. Et je remercie mon Dieu. À ce jour, la famille se compose de 1 frère, 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, 22 petits-enfants, 43 arrière-petits-enfants et 2 petits-enfants de cœur. Je remercie mon Dieu de faire moi connaître moi et de bailler tout ça la vie pour me savent ça y est qui est un moment, mais Madame Ta, c'est ta moi, c'est maman moi
et en fauteuil, ouais. Ça va toujours facile parce que la vie a réservé nous des bagailles que nous pas toujours attendre nous, mais il y a grâce. Et grâce à là, dans la mesure où nous pas comprendre sagesse divine fait banois sur la croix, eh bien, là nous saisit l'importance message là, nous croyons que nous aussi peut-être nous pouvons atteindre 100 ans, mais nous pouvons ça passer aussi les difficultés de la vie. Alors, si moi tenir un message pour chacun de nous, c'est que Jésus là, il a pour faire nous du bien. Chaque monde qui a, qui est maman yo, chéri yo pendant vivant. Parce que Profiter des moments profiter est là pour ma fille. Papa nous mort à 58 ans, quelques jours après retraite. Et bon Dieu dit nous bon autres la peine là. Par exemple, nous avons deux fois 58 ans, il a été avec nous. Amen. Alors, je merci mon Dieu. Amen. O News Radio sur outremernews.fr.